Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, votre nouveau rendez-vous pour prendre soin de vous au quotidien. Alors chaque semaine, nos experts répondront à toutes les questions que vous n'osez pas forcément poser en consultation. Ils vous partageront leurs conseils pour prévenir, traiter et être en meilleure forme à chaque âge de la vie. Nous vous ferons également découvrir les innovations qui révolutionnent le monde du bien-être, du soin et de la santé. Des innovations auxquelles vous pourrez d'ores et déjà avoir accès. Et enfin, nous vous partagerons les enjeux économiques et sociaux du bien-être collectif. Et en ce premier samedi de septembre, on va parler du stress de la rentrée et surtout vous dire comment l'éviter. Vous savez, ce blues là de retour aux vacances, cette petite boule qu'on peut tous avoir. Alors pour ce faire, j'aurai le plaisir de recevoir l'auteur du livre Vivre en accord avec soi. Elle est médecin psychothérapeute et vous partagera ses conseils pour alléger votre charge mentale dès aujourd'hui. Également avec nous, un dossier spécial prévention pour s'assurer de profiter du grand âge en pleine forme. La santé en mouvement, ça commence aujourd'hui et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et tout de suite, pour réussir une rentrée sans stress, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Rapoport-Hupsman. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Vivre en accord avec soi, qui, pour ceux qui ont l'image, je montre à l'écran, qui est paru aux éditions Odile Jacob. Et vous êtes médecin psychothérapeute. Vous dirigez enfin l'Institut français de médecine, corps et esprit. Alors Nathalie, on va commencer par un chiffre. 75% des Français déclarent avoir eu le blues à leur retour de vacances. Pourquoi cette rentrée, elle génère ce sentiment de stress ? Vous savez, la rentrée, c'est une période de transition. On quitte des moments où on était finalement son propre maître, on prenait le temps de se détendre, on dormait bien, on était avec ses proches, et puis finalement, on doit se retrouver dans un environnement qui est totalement différent. On a des contraintes, on a la pression du temps, nous attendent peut-être des très gros dossiers qu'on a laissés de côté avant de partir en vacances. Donc c'est normal d'être stressé, c'est normal d'avoir le blues. On va ensemble, je sais bien, discuter justement. Vous allez nous expliquer comment on peut alléger justement ce sentiment. Mais alors justement, je disais cette petite boule au ventre, mais comment ça se manifeste concrètement chez chacun d'entre nous ? Alors c'est différent en fait chez chacun d'entre nous et c'est la réaction normale de stress. Le stress, c'est finalement quelque chose qu'on a tous en nous qui nous permet de nous adapter et on peut ressentir ou cette boule au ventre, ou le cœur qui bat un peu vite, ou l'impression de transpirer, d'avoir des contractions musculaires. Donc on a tous des symptômes de stress, des signaux de stress qui s'expriment différemment chez chacun de nous, mais qui peuvent toucher des zones très différentes de notre corps. Alors Nathalie, on est samedi et on va prendre des bonnes résolutions. Alors vous allez nous donner des bons outils pour, dès ce lundi de rentrée pour certains, alléger ce stress, voire le faire disparaître. Alors concrètement, on commence par quoi ? Le plus simple, dans ces moments de stress et quand on est dans l'anticipation, c'est finalement de se recentrer sur quelque chose qu'on a toujours avec nous, qui est la respiration. On oublie qu'on respire, parce que c'est une activité qui est involontaire et automatique, mais on peut aussi, en utilisant notre respiration, tout simplement prendre conscience qu'on inspire, qu'on expire, et puis essayer de ralentir cette respiration. Ça ne veut pas dire prendre une grande inspiration comme on a tendance à le faire lorsqu'on est inquiet, ça veut dire au contraire essayer de gonfler le ventre, d'inspirer par le nez, comme si on respirait par exemple, excusez-moi, une fleur qui sent bon. On inspire par le nez, on souffle ensuite doucement comme si on essayait délicatement d'éteindre une bougie. Donc se recentrer sur le souffle et la respiration, c'est vraiment un outil hyper simple et qui fonctionne à tous les coups en atténuant les effets du stress. Alors la respiration, ça on a bien noté. Oui. De manière plus générale, sur peut-être l'état d'esprit, parce que c'est aussi le cerveau, c'est pas uniquement la ventilation. Tout à fait. Vous recommanderiez quoi ? On a ces deux volets, vous avez tout à fait raison, le corps et le mental. Très souvent, lorsqu'on se projette dans ce qui va nous arriver, on a tendance à voir les choses de façon négative. Donc on a des tas de pensées qui sont des pensées automatiques et très souvent, on se dit ça va être compliqué, ça va être dur, je vais pas y arriver. Donc prenons soin de l'histoire qu'on est en train de se raconter. Faisons attention à ne pas anticiper que les choses qui peut-être ne vont pas bien se passer. En général, ça se passe toujours beaucoup mieux que ce que l'on s'est dit. Donc, mais c'est vrai, ça, le cerveau, quand on a une inquiétude sur quelque chose, on voit le scénario le pire. Ça n'arrive pas qu'à moi. Exactement. Ça arrive à tout le monde. Vous êtes quelqu'un de tout à fait normal. Je crois même, Vanessa, que vous êtes un être humain. Et nous tous humains, eh bien, on a tendance à avoir ce qu'on appelle ce que la psychologie
psychologie appelle le biais de négativité, c'est-à-dire finalement à voir le petit grain de sable qui va pouvoir enrayer la machine. C'est parfois utile, bien sûr, mais lorsqu'on est en permanence avec ce biais de négativité et qu'on a toujours l'impression que ça va aller mal, ça crée un état de stress qu'on peut tout à fait limiter et réguler. Comment on se ressent ? Parce que le cerveau vous force à avoir cette pensée négative. Comment on arrive à faire un arrêt sur image et se dire non, je ne me laisse pas envahir ? Alors notre cerveau, il produit des pensées, c'est son job. Nous, on rentre au travail, mais lui, son boulot, c'est de nous produire toutes ces pensées en grand nombre. On produit plus de 6000 pensées par jour. On peut tout à fait se dire, ok, là je suis en train de me dire, la rentrée ça va être compliqué, je vais pas y arriver, je retrouve mes collègues, mon patron, mes contrats. Est-ce que j'ai raison finalement de me faire du souci ? Est-ce que j'ai pas eu l'occasion de voir dans ma vie précédente que, en général, j'anticipais de façon très négative, mais ça se passe beaucoup mieux que ce que j'avais anticipé, sortir de ce scénario catastrophe, laisser ce biais de négativité de côté et puis se recentrer sur ce qui va probablement aller beaucoup mieux que l'image qu'on en a. Donc on essaye d'être spectateur de soi-même en se disant en fait j'ai tort de me projeter dans ce personnage qui ne voit que du noir et on lui dit, on le raisonne un petit peu, essaye de voir plutôt blanc ou plus clair que ce que tu as dans la tête, c'est un peu ça ? On adopte une attitude un peu plus objective et scientifique par rapport à nos pensées. On fait un petit pas de côté en se disant ok, est-ce que vraiment j'ai raison de me dire toutes ces choses négatives qui me stressent, qui me mettent cette boule dans la gorge, qui me donnent pas envie de retourner au travail lundi matin. Et puis, on met nos lunettes finalement de scientifique. On se dit, est-ce que j'ai des preuves que ça va pas bien se passer ? Est-ce que quelqu'un d'autre penserait la même chose ? Est-ce que dans 2 semaines, je vais encore me dire que ça va être catastrophique ? Donc, on prend cette position d'observateur qui peut être un peu ce spectateur dont vous parlez, mais j'aime bien dire finalement, c'est être observateur de ses pensées, les passer à la loupe, garder celles qui sont tout à fait utiles et réalistes, et puis laisser de côté, les mettre un petit peu comme ça à l'écart, celles qui au contraire génèrent ce sentiment de stress. Alors c'est un peu le corollaire de ce qu'on appelle voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est un peu cet état d'esprit C'est, comme je le disais, essayer de ne pas se laisser sous l'emprise de ce biais de négativité et puis recentrer notre attention sur ce qui va bien. Dans nos vies, en général, il se passe énormément de choses qui vont simplement bien. Je vais prendre l'exemple d'une journée au travail dans lesquelles on règle des tas de problèmes, on a des réunions, on finit des dossiers, et puis il y a une petite anicroche, on a un mot un peu désagréable avec quelqu'un, un client ou un collègue, on va rentrer chez soi le soir, on va penser évidemment pas à tout ce qui a été bien mené, mais à ce qui a enrayé la machine. Est-ce que c'est légitime de fonctionner comme ça? On veut toujours aller mieux, on veut toujours faire mieux, certes, mais rendons-nous compte que cette perfection, cette injonction à la perfection, finalement, elle génère énormément de stress. Et c'est vrai, vous l'évoquez parfaitement dans votre livre, quelque part à la fin de la journée, on fait son bilan avec une colonne positive, négative, et quand on arrive à faire cet exercice, quelque part, on s'aperçoit que le positif n'est pas si faible que ça, et en fait, ça vient contrebalancer ces pensées négatives que l'on peut avoir. Oui. Et ça, c'est vraiment un conseil dont il faut vraiment avoir en tête l'impact au quotidien. Alors ce que j'adore aussi dans votre livre, c'est cette anecdote de la jeune femme, peut-être parce que je me suis peut-être retrouvée en elle, mais qui subit une réflexion, un regard, comme vous le disiez, un vendredi soir, et qui va ruminer tout le week-end en se disant « Ah là là, j'ai fait quelque chose de mal, etc. » Et puis en fait, elle arrive le lundi matin, mais il ne s'est rien passé. Elle a juste fantasmé quelque chose qui lui a pourri le week-end. Et oui. Donc là aussi, je suis un être humain. Écoutez, je crois qu'on connaît tous ces situations à des degrés divers, mais combien de fois on peut se laisser finalement polluer par des choses qui ne sont pas graves, pour lesquelles on a eu un sentiment de stress au moment où ça s'est produit, et puis on les laisse tourner en boucle dans notre esprit, on se refait le film, elle m'a dit ci, j'ai dit ça, ou j'ai pas dit ci, j'aurais dû faire ça, alors que si on réussit tout simplement à se dire ok, oui, c'est rien passé, et à ce moment-là, je reprendrai le travail, je peux me centrer sur le fait d'avoir des relations peut-être un peu plus détendues avec mes proches, parce qu'en général, ça nous rend irritables, on se referme dans sa coquille. Donc, ne pas se laisser en mode automatique dans lequel on ressasse et on rumine, effectivement, c'est hyper important, mais vous avez raison, et ça, je le dis à tous mes patients et aux personnes que j'accompagne, on a tous ce trait qui nous emmène vers la rumination. Donc, c'est présent en nous. Ce biais de négativité, c'est constitutif de ce qu'on est en tant qu'humain.
sachons-le, et à partir du moment où on le sait, où on l'accepte, on est capable justement d'utiliser toutes ces pratiques dont je parle dans mon livre. Alors, vous évoquez effectivement, en plus, qu'on est plus critique envers soi-même que quelqu'un qu'on voudrait rassurer. C'est-à-dire qu'on n'est pas indulgent en fait avec nous-mêmes. Ah, on est loin d'être indulgent avec nous-mêmes. On est souvent tout à fait capable de rassurer, d'encourager nos proches, nos amis. Est-ce qu'on a cette même attitude vis-à-vis de nous-mêmes? Rarement. Concrètement, donnez-nous un exemple concret. Et concrètement, si on a l'impression d'avoir mal fait quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se dire oh mais c'est pas grave, tu vas y arriver la prochaine fois. On va se dire mais comment c'est possible? Mais tu es nul, tu aurais mieux fait de te préparer différemment. Donc ce discours intérieur négatif, cette autocritique, elle est présente chez la plupart d'entre nous, à des degrés divers bien sûr, et finalement un outil extrêmement important, c'est de passer de l'autocritique à l'autocompassion. L'autocompassion, c'est être capable de prendre soin de soi comme on est capable de prendre soin de nos proches ou de nos amis, c'est-à-dire les rassurer, leur dire que c'est pas si grave que ça va aller, et c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Il y a un mot très important, ça remplace presque un comprimé magique, qui est la gratitude. Pourquoi la gratitude soigne? Alors la gratitude, pour certains, c'est encore un terme trop attaché à la religion, mais en fait, la gratitude, elle est importante parce qu'elle nous permet de ne pas être blasé, de ne pas porter un regard blasé sur nous-mêmes, sur notre vie. Au contraire, elle nous permet de voir tout ce qui nous arrive avec un sentiment de satisfaction et de reconnaissance. Donc, et ça permet de sortir de nous aussi. Au bout d'un certain temps, tout ce dont on parle nous laisse un peu centrés sur notre nombril, je dirais de façon un peu commune. On a besoin aussi de dézoomer, de regarder comment ça se passe dans nos vies, la mienne, la vôtre, celle des personnes qui nous entourent, de se rendre compte que finalement on a un toit sur la tête, on a, je l'espère, un travail, qu'on est capable de faire ce que l'on doit faire, et que plutôt que de penser que tout ça c'est normal et que voilà, on veut simplement une plus grosse voiture ou une plus grande maison, c'est déjà formidable d'avoir ce que l'on a. Et donc la gratitude. Vous expliquez d'ailleurs dans votre livre, regardons effectivement ce que l'on a au lieu de regarder ce que l'on n'a pas. Exactement. Et quelque part, on va en être très heureux. Écoutez, en tout cas, c'est une des recettes pour faire un peu la paix avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Alors, pour ceux qui aiment bien l'approche scientifique, vous évoquez aussi que stresser raccourcit l'espérance de vie. C'est vrai ça, hein? On enlève des jours de sa vie quand on stresse? Écoutez, on sait depuis très longtemps que le stress, en fait, a des effets négatifs, pas seulement sur le mental, mais aussi sur le physique. Finalement... être passé, alors pas ce stress aigu d'un instant, hein, mais quand on est trop longtemps dans cet état de stress chronique, dans ce que j'appelle cette zone rouge où on rumine, on ressasse et où on a du mal à se détendre et à se reposer, eh bien on affecte en fait des tas de mécanismes biologiques et physiologiques qui font que on enraye en fait ces mécanismes naturels qui font que notre corps se répare, se maintient en bonne santé. Donc finalement, plus on passe de temps dans cette zone rouge du stress chronique, moins on laisse à notre corps sa capacité naturelle à prendre soin de lui-même. Bon, 30 secondes pour conclure, Nathalie. Les 3 conseils ou les 2 conseils que vous voulez qu'on le retienne? Écoutez... rentrer de vacances et ne pas perdre toutes nos bonnes habitudes, c'est-à-dire continuer quand même à faire des pauses, à essayer de dormir suffisamment, à bouger notre corps, parce que sinon on va se retrouver dans un écran assis sur une chaise en permanence, se mettre à la lumière naturelle. Donc toutes ces petites choses qu'on prend pour acquis et qui en général passent à la trappe très rapidement dès qu'on manque de temps et que justement on commence à être un peu stressé, elles sont essentielles et elles sont pas compliquées du tout à mettre en pratique. Merci beaucoup Nathalie Rapoport-Hupsman. Je rappelle le titre de votre livre, Vivre en accord avec soi, paru aux éditions Odile Jacob. Et pour continuer cette émission, je vais vous présenter un compagnon virtuel qui va vous éviter justement de stresser. Je l'ai testé et très sincèrement, je ne peux en dire que du bien. Il s'agit de MindDay. Donc c'est une application d'autothérapie conçue par des psychologues pour améliorer votre bien-être mental. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son créateur, Boris Pourreau. Boris, bonjour. Alors Boris, je dis de MindDay que c'est un compagnon qui peut vous accompagner, mais qui vous accompagne sur quel type de problème? Bonjour Vanessa, vous l'avez dit, MindDay, donc c'est une application pour améliorer son bien-être mental, et c'est plus de 300 sujets qui sont traités au sein de l'application. Donc ça va du stress, de l'anxiété, la confiance en soi, l'estime de soi, des problèmes de sommeil, des événements qu'on peut rencontrer dans la vie comme
des deuils ou une naissance, donc la parentalité qui affecte forcément notre quotidien, mais des sujets liés au travail, à la sexualité, des moments de déprime ou de dépression. Voilà, donc ça concerne tous les sujets qui peuvent euh, mettre à mal notre santé mentale, et donc il y a forcément des sujets qui vous concernent, et c'est hyper simple à utiliser. Alors justement, concrètement, comment ça fonctionne, Boris? Donnez-nous un exemple concret. Alors, un exemple concret. Imaginez que vous avez un coup de stress, quelque chose qui vous fait paniquer. Alors, au lieu de monter dans les tours, vous utilisez l'application Mindday et vous allez trouver dans l'application une séance en lien avec la situation à laquelle vous êtes confronté. Admettons, par exemple, que vous veniez de vous engueuler avec votre boss au travail et vous trouvez une séance qui est liée à ce sujet. La séance se lance. Votre coach vidéo, donc Omblin, va décortiquer avec vous le sujet, les émotions qui peuvent vous traverser et vous accompagner en vous prodiguant des conseils très concrets et des exercices pratiques pour mieux faire face à cette situation. Dans notre exemple, je pense à la méthode GPS, par exemple, qui va vous guider pour relativiser les choses qui vous inquiètent. GPS, c'est l'acronyme de quoi, Boris? GPS, donc c'est une petite méthode qu'on a inventée qui veut dire gravité, probabilité, solution. C'est une méthode qui permet de relativiser immédiatement une situation en 3 étapes, en se posant 3 questions. La première, est-ce grave? La deuxième, est-ce probable? Et la troisième, est-ce qu'il y a une solution concrète à l'inquiétude que j'ai en ce moment? Et c'est un exercice qui permet généralement de se rendre compte que soit c'est pas si grave, soit c'est pas si probable, soit de toute manière il n'y a pas de solution. Donc il vaut mieux que j'arrête de tant m'inquiéter. Et c'est un exemple d'exercice très simple qu'on peut proposer pour tout de suite prendre du recul par rapport à une situation. Et dans l'application, on va retrouver plein d'autres choses, hein, au-delà de ces exercices-là, notamment des exercices de respiration ou des exercices de méditation que votre coach vidéo va vous partager tout au long de votre parcours. Boris, pour conclure, en fait, c'est une routine quotidienne qui est bien mieux que de prendre un médicament. Moi, je le recommande davantage qu'un médicament. Déjà, Sans parti pris. Et c'est sans effet secondaire. Parfait, merci Boris. Je rappelle donc Mindday, M-I-N-D-D-A-I sur iOS ou sur Android. Boris, Nathalie, merci beaucoup pour vos précieux conseils. Restez avec nous puisque dans quelques instants, on va vous partager les grands enjeux de la prévention en France pour nous permettre probablement de vivre plus longtemps et en pleine forme. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, on va parler prévention. Et pour ouvrir ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur délégué associé de la Silver Alliance, la première alliance du mieux vieillir à domicile. Il est également membre du comité scientifique de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Et enfin, un fervent défenseur de la prévention. Benjamin Zimmer. Bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau. Alors Benjamin, il semble qu'en France, on préfère quand même prescrire des médicaments, c'est-à-dire soigner plutôt que s'attaquer à une véritable politique de prévention, hein, malgré toutes les preuves que nous pouvons avoir. Quelles sont selon vous les véritables raisons qui font que notre système soit davantage réactif plutôt que proactif ? Bon, déjà, c'est historique, c'est un héritage culturel, vous en doutez certainement. On a quand même la chance d'avoir des laboratoires pharmaceutiques et des chercheurs qui ont fait un travail extraordinaire depuis pas mal d'années, puisque je crois qu'en l'espace de 40 ans, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Donc ça veut dire que les médicaments sont pas tous mauvais. Heureusement, il y en a qui sont bons. Est-ce que c'est suffisant ? La réponse est certainement pas assez suffisant. Et donc, il faut effectivement avoir aussi une logique de prévention. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la santé publique, que ce soit en France ou dans d'autres pays dans le monde. Mais très honnêtement, vous n'avez pas le sentiment que la France a sciemment négligé certains aspects de la prévention en santé pour maintenir ce qu'on pourrait appeler un statu quo favorable à certains acteurs économiques ? Je pense qu'on est victime de notre propre succès. On est aussi victime des connaissances qu'on avait à un moment donné, et la prévention, c'était peut-être pas ce qui se faisait au préalable. Aujourd'hui, il faut changer de mindset, clairement. Changer radicalement en fait notre vision d'aborder la santé. Pourquoi ? Parce que d'une part, on n'aura pas assez de médecins pour soigner tout le monde, et d'autre part, on va avoir de plus en plus de malades. Si je regarde la situation démographique, donc il va falloir agir plutôt que de guérir.
On connaît tous l'adage, manger 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, faites 10 000 pas. Vous trouvez que c'est toujours d'actualité en termes de prévention, ou la prévention a quand même évolué ces derniers temps? Alors c'est toujours d'actualité, c'est toujours des bons slogans quand on a des campagnes politiques ou quand on a des slogans ou des messages à faire passer sur des approches sanitaires. Il faut laisser des mots pour que les gens puissent justement améliorer leur état de vie. Après, j'ai tendance à dire qu'il faut pas non plus infantiliser trop les gens. Je pense que si on mange déjà 4 fruits et légumes par jour, c'est déjà pas mal, c'est toujours mieux que 0. Je pense qu'effectivement, si on fume pas un paquet par jour, mais une cigarette, c'est toujours mieux que de fumer un paquet par jour. Qu'on arrête de boire une bouteille de vin mais qu'on boit plutôt un verre de vin. Je pense qu'il faut arrêter aussi de prendre les Français et plus globalement les citoyens pour des enfants. Ils savent que quand ils font ça, potentiellement ils prennent des risques, mais c'est à nous, acteurs de la santé, de leur apporter les messages pour qu'ils continuent à tout simplement à s'améliorer leur qualité de vie. Comme vous le savez, alors dans cette émission, on va présenter chaque semaine des solutions de prévention qui sont digitales. Malgré tout, il y a un chiffre, on a 75% des personnes de plus de 75 ans qui sont censées les utiliser et qui sont dans l'électrolyse, c'est-à-dire qui ne savent pas utiliser une solution digitale. On n'est pas dans un paradoxe ou une approche marketing qui aurait été mal pensée en amont? Alors, je ne sais pas si c'est une approche marketing qui a été mal pensée, quoique on peut se demander pourquoi dans les startups françaises, on ne se dit pas qui va être mon client. Il ne faut pas oublier quand même que le modèle des startups, c'est aussi pas mal de lever des fonds, donc de se dire des investisseurs qui vont plutôt investir dans une équipe, une technologie, avec cette espérance, ce rêve de la vendre très cher pour gagner beaucoup d'argent. Alors ils sont pas tous comme ça, mais ça a été quand même, ça a été un peu la marque de la Startup Nation. Maintenant, on arrive à peut-être plus de raison dans l'âge d'or des startups, et dans ce cadre-là, il faut effectivement revenir à du bon sens paysan, le fameux BSP, à revenir aux utilisateurs. Moi, c'est vrai, dans mon quotidien, quand je travaille avec des entreprises qui elles-mêmes travaillent avec des clients qui sont soit des personnes âgées, soit des professionnels de santé en B2B ou en B2C, force est de constater que tout le monde n'a pas le même usage du numérique. Force est de constater que les personnes âgées ne savent pas encore utiliser très bien les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et demain l'intelligence artificielle. Donc oui, il y a quand même un écart entre ce qu'on pourrait faire avec le numérique. Est-ce que concrètement l'usager, le bénéficiaire, le patient, peu importe comment on l'appelle, le citoyen, fait concrètement de ces applications? Et c'est un vrai sujet parce que quand on fait de la prévention santé, si vous voulez, c'est pas one shot. Il faut pouvoir suivre la prévention santé. Donc suivre une maladie chronique, une ANLD comme on les appelle, il faut pouvoir le faire sur des supports qui sont utilisés au quotidien. Et il faut pas non plus que ces supports soient des freins. Il faut que ça soit bien vécu. Donc il y a tout un travail effectivement sur le support, sur l'outil qui vous permet de suivre, de tracer des informations, mais il y a aussi tout un travail à faire sur le plaisir que l'on a à faire ça. Ça sera gagné quand on aura de l'hédonisme dans le suivi de sa santé. Alors, prochaine question en 30 secondes, parce que sinon vous allez me dérouler tout un programme. Imaginez que vous êtes le prochain ministre de la Santé, Benjamin. Quelles seraient vos 3 mesures phares en termes de prévention? La première, c'est de mettre autour de la table tout le monde, et pas dans un ordre. Tout le monde avec la même voix. Peut-être très communiste dans l'idée, en tout cas très collectif. Une voix, une partie prenante. Je pense que autour de la table, il faut ceux qui représentent les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes âgées. Il faut les acteurs de la santé, il faut les entreprises, il faut les syndicats, il faut tous ceux qui sont dans les protocoles, la science, etc. Donc les chercheurs, et il faut les politiques. Je pense que c'est ensemble qu'on arrivera effectivement à trouver des réponses à la prévention santé. Le deuxième sujet qui est très important, c'est de sortir de ces logiques de silos. C'est fatigant en fait que le kinésithérapeute, l'infirmier, le médecin, l'endocrinologue, etc., personne travaille ensemble. Alors c'est vrai dans les professionnels de santé, c'est aussi vrai dans le médico-social et dans le monde sanitaire. Les acteurs du service à la personne doivent travailler de plus en plus avec les acteurs du monde sanitaire. Et donc, il faut créer un langage, un récit commun avec toutes ces personnes. Et puis, la troisième chose, c'est de reconnaître qu'il faut être humble. Et humble, ça veut dire regarder aussi ce qui se fait de mieux à l'étranger. Parce que quand on regarde dans les pays scandinaves, dans les pays d'Amérique du Nord, ou même en Europe, quand je dis l'Europe, les pays scandinaves en font partie évidemment, mais je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, il y a des choses qui se font et qui sont très bien. Donc
l'humilité de reconnaître qu'on peut aussi apprendre des autres. Benjamin, pour conclure, si vous aviez 2 conseils pour rendre vraiment la prévention hyper attrayante, quels seraient-ils? Déjà, la prévention, elle est gratuite. Tous les dépistages sont gratuits. Donc, profitez-en, allez vous faire dépister. Faites une prise de sang une fois tous les ans. Ça fait jamais de mal et ça donne pas mal d'informations sur votre état de santé. Et puis, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de continuer à vous informer, à vous sensibiliser, donc à écouter, pourquoi pas, cette émission. Merci beaucoup, Benjamin Zimmer. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés, sur LinkedIn, YouTube et Instagram. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez.